Donc, bonjour à tous. On commence avec déjà beaucoup de monde. Vous êtes très nombreux. Je vais en profiter pour remercier la Générale pour son accueil. Il y aura un bar qui sera ouvert à la fin du débat. Donc n'hésitez pas non, un vrai bar, hein, avec de la... Une buvette, ok. Il y a unanimité sur la buvette. Donc n'hésitez pas à rester boire un coup à la buvette. On voudrait remercier aussi, au nom du Temps des Lilas qui organise ça ce soir, on voudrait remercier l'équipe de hors-série qui filme le débat. On voudrait remercier Radio Parleur qui va enregistrer le débat qui sera disponible sur radioparleur.net. Merci aussi à Thomas Coutreau d'Attaque et à Morvan Burel de Solidaire Douane qui nous ont aidés à préparer ce débat. Et merci à nos invités que je vais vous présenter dans un instant et à tout le monde d'être venus si nombreux ce soir. Alors pourquoi un débat sur le protectionnisme ce soir ? Comme probablement la majorité d'entre vous, on est dans la rue depuis quelques semaines contre les ordonnances Macron. Et je pense que ce n'est pas la peine qu'on vous récapitule toutes les raisons qu'on a de s'opposer à ce projet. Vous les connaissez par cœur. Nous, ce qui nous frappe au Temps des Lilas, c'est que si la gauche sait souvent très bien s'opposer, on a souvent plus de mal à se faire entendre sur les propositions. On est toujours contre la dernière contre-réforme, la contre-réforme des retraites, la contre-réforme de la Sécu, mais trop souvent, on propose que de retourner à la précédente contre-réforme. Et surtout, on peine parfois à voir comment ces programmes changeraient vraiment profondément nos vies. C'est cette conviction qui est au cœur de la démarche de notre collectif, le Temps des Lilas, la conviction qu'il faut creuser d'autres propositions qui ne soient pas que des rustines sur un système de plus en plus injuste. C'est pour ça qu'on a lancé cette espèce de laboratoire de réflexion. Et on va poursuivre cette année ce qu'on a fait l'année dernière avec Aurélie Trouvé, avec Julien Salingue, avec Damien Carême, et donc ce soir avec Olivier et François Ruffin autour de la question du protectionnisme. Juste pour l'anecdote, le Temps des Lilas, c'est libre d'inventer les autres solutions. Eh oui, on réfléchit. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site www.lila.org pour retrouver les comptes rendus de tout ce qu'on a fait l'année dernière, les comptes rendus du débat de ce soir et tout ce qu'on fera dans les mois qui viennent. Donc pour en revenir au débat de ce soir, on a fait le choix en cette rentrée sociale de décaler un petit peu le débat vers un débat connexe, celui du protectionnisme et du libre-échange, parce qu'en fait c'est très lié. Parce qu'à chaque nouvelle loi travail, les arguments des gouvernements successifs, plutôt le seul argument, c'est la compétitivité. La compétitivité donc forcément par rapport aux pays étrangers. Parce que si on refait l'histoire économique des 50 dernières années, c'est sans doute la montée en puissance du libre-échange, la construction du marché européen, les accords du GATT, les accords de l'OMC, le TAFTA, le CETA. Et petit à petit, presque toutes les barrières douanières qui existaient au XIXe siècle, au début du XXe siècle, ont disparu. L'importation des produits de l'étranger n'est plus taxée, et en contrepartie, l'exportation de nos produits n'est plus taxée non plus. La course à qui est le moins cher devient donc la règle chez les patrons français et étrangers, d'où les délocalisations, d'où le dumping social, les fermetures d'usines, le recours aux travailleurs détachés. Derrière cette idée du libre-échange, il y a aussi évidemment la question de la division internationale du travail. L'innovation et les services pour les pays du Nord, et tout le secteur productif pour les pays du Sud. D'où la désindustrialisation progressive des économies européennes et de la France en particulier. Et même dans les secteurs non délocalisables, la peur, le chantage à la délocalisation devient un levier de chantage à l'emploi, à la compression des salaires. Donc c'est ce constat qui a guidé progressivement notre premier invité, François Ruffin, qu'on remercie d'être avec nous ce soir, à découvrir ce qu'il appelle lui-même des pulsions protectionnistes. Aujourd'hui député Picardie Debout de la Somme, il siège dans le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Il est aussi le rédacteur en chef de Fakir et réalisateur du documentaire Merci Patron. Journaliste à Amiens, François Ruffin couvre notamment pour Fakir pendant des années les nombreuses fermetures d'usines. C'est la répétition de ces scènes dans le nord de la France que naît son livre, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes, qu'il sort en 2011 aux éditions Les Liens qui libèrent. Il est réfléchi à comment imaginer un protectionnisme de gauche qui ne serait pas un rejet des autres pays, mais simplement une protection pour les ouvriers d'ici. Mais François Ruffin a d'abord eu du mal à assumer le protectionnisme, comme il l'explique dans son bouquin. Parce qu'entre le protectionnisme et la gauche, surtout la gauche de la gauche, on va dire que c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a deux invités ce soir. La gauche, elle a toujours été internationaliste. Et défendre le protectionnisme, c'est aller à contre-courant de cet héritage. Revendiquer des barrières douanières, même tarifaires, ce serait pour une grande partie de la gauche mettre les travailleurs des différents pays en concurrence. Ce serait faire croire qu'il pourrait y avoir des intérêts communs entre les salariés et les patrons français, et tomber dans le piège d'un capitalisme à l'échelle nationale. Le protectionnisme pourrait nous faire courir le risque de remplacer la critique du capitalisme par celle de la production étrangère,
car évidemment, la fermeture des frontières pourrait aussi permettre un capitalisme bien de chez nous, mais qui ne changerait pas grand-chose à l'exploitation du travail. En réalité, ces solutions protectionnistes ont toujours été plus courantes à droite, la France et les Français d'abord. Et donc une partie des critiques du protectionnisme venant de la gauche dénonce ce qui s'apparenterait forcément à une forme de chauvinisme, voire de nationalisme. Vous aurez deviné que c'est plutôt de ce côté-là que se place Olivier Besancenot, qui nous fait lui aussi le plaisir d'être avec nous ce soir. Ancien candidat à l'élection présidentielle, ancien porte-parole du NPA, il vient de sortir aux éditions Autrement, Que faire de 1917, une contre-histoire de la Révolution russe. Olivier Besancenot qui nous expliquera en détail ses oppositions à la question protectionniste, ses convictions internationalistes, un peu plus finement que je viens de le faire, dans un contexte où, il faut bien l'avouer, c'est plutôt le protectionnisme qui a le vent en poupe. Car si on a choisi de confronter ces points de vue ce soir, c'est aussi qu'ils sont redevenus plus vivaces ces derniers temps au sein de la gauche. On a vu notamment la question protectionniste être assumée par un candidat à l'élection présidentielle avec un certain succès, et ce souverainisme de gauche clairement revendiqué par la France insoumise a aussi ravivé les critiques du protectionnisme. Mais souvent, ces discussions sur le protectionnisme se transforment en dialogue de sourds, les uns voyant la question comme une possibilité de trouver des solutions immédiates, lorsque les autres proposent plutôt une analyse des effets symboliques et politiques à plus moyen ou long terme. Donc ce qu'on aimerait ce soir, on ne sait pas si c'est possible, ça serait d'aller au-delà des oppositions les plus évidentes et essayer de voir comment à gauche ces deux options peuvent dialoguer, voir s'il est possible, dans la volonté commune de remettre en cause le capitalisme, de trouver un terrain d'entente, voire des positions communes qui nous permettraient de faire avancer ce débat au sein de notre camp. Donc je laisse la parole à Olivier Besancenot, à François Ruffin et à Sylvie du Temps des Lilas, qui animera ce débat pendant un premier temps, et après on ouvrira le débat avec toutes vos questions à nos invités. À vous. Merci. Donc merci. Donc je vais céder la parole à François Ruffin, donc qui va ouvrir ce débat. Donc tu as fait donc du protectionnisme un vrai cheval de bataille. Tu fais notamment partie de ceux qui ont œuvré pour sa réappropriation par la gauche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En quoi il te paraît une solution? Et puis comment tu penses que ça pourrait être mis en place concrètement? Bon, comme tout bon politique, je ne vais pas répondre à la question, mais je vais en poser d'autres. Non, je vais en partie répondre. Mais d'abord, je remercie toutes les petites mains invisibles qui ont préparé ce débat et qui permettent qu'il ait lieu ce soir. Je dois dire que j'en suis heureux parce que j'ai vécu avec une espèce de forme de solitude à gauche le portage de cette question pendant des années. J'avais d'ailleurs interpellé, ça fait quelques pages de mon bouquin, Olivier Besancenot sur la question du protectionnisme à l'entrée du procès des Conti. Mais bon, d'abord, quand on parle de solution, pour moi, le protectionnisme n'est pas une solution. C'est un moyen, c'est pas une finalité. Ça ne détermine pas un projet politique. Pour moi, c'est la condition nécessaire à qu'on puisse avoir un projet politique, mais c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Donc je ne voudrais pas du tout présenter le protectionnisme comme étant la solution. C'est le truc qui permet que peut-être on avance. Parce que, voilà, donc ça c'est le truc, c'est pas comme si j'avais découvert la pierre philosophale voilà, à partir du moment où on aurait ça, tous les problèmes seraient résolus à l'intérieur du pays. C'est pas du tout dans cet esprit-là que bon alors, la question c'est pourquoi ça m'est venu à l'esprit. En fait, je veux dire, au lancement de Fakir, ça m'est venu à l'esprit très très vite. Moi, Fakir a été créé sur une première délocalisation qui est celle de l'usine Yoplait. Et puis ensuite, ça n'a fait que suivre. La première que j'ai vraiment suivie, c'était l'usine, le lave-linge chez Whirlpool, qui est partie en Slovaquie. Et pour résumer ça, c'est un tableau que j'ai montré ce matin, parce qu'en fait, pendant tout le week-end, je voulais me préparer sérieusement à ce débat avec Olivier Besancenot pour l'interpeller. Et finalement, il y a Macron qui vient à Amiens, donc je me suis préparé sérieusement à interpeller Macron. Et c'est pas exactement avec la ligne politique qu'on fait la même chose. Mais donc, ça, c'est un argument que j'ai utilisé ce matin. Là, vous avez le tableau des 30 plus grands établissements de la Somme au 31 décembre 1996. Et ce qui est surligné en orange, ce sont les établissements industriels, les industries. Et là, vous en aviez 14 en 1996. Alors, le premier qui apparaissait était Goodyear France, qui est quand même un site très symbolique. Et on avait par exemple Magneti Marelli, Whirlpool, Carbone Lorraine, ainsi de suite. Là, je vous prends le même tableau, 20 ans plus tard, en 2016. Il vous reste 6 industries sur les 30 plus grands établissements de la Somme. C'est-à-dire que mon département, et en particulier les classes populaires de mon département, ont vécu pendant ces années-là un véritable séisme social. Parce que c'était des emplois dans l'industrie qui sont généralement un peu mieux payés, dans des grandes boîtes donc qui étaient mieux protégées. Et voilà à côté de qui j'ai vécu
mais en tout cas mes 10 premières années de journalisme, avec donc ça veut dire des gens que je vois s'enchaîner à la grille de la direction départementale du travail, qui occupent leur local syndical tous les jeudis après-midi, enfin voilà, des scènes de tractage permanent avec ce sentiment de défaite. Et évidemment, pour les salariés que je rencontre, parce que Goodyear est parti en Pologne, Magneti Marelli, il me semble que c'est en Slovénie. Je vous l'ai dit, le lave-linge chez Whirlpool, c'était en Slovaquie avant que le sèche-linge ne parte lui-même en Pologne. La question des délocalisations se pose de manière centrale, et même chez les entreprises qui n'ont pas encore délocalisé, dont on peut espérer qu'elles ne délocalisent pas, comme Dunlop aujourd'hui, il y a une pression permanente sur les salariés pour leur dire regardez combien, à quel tarif ils produisent en Slovénie. Donc voilà le contexte dans lequel je vis et qui fait que, à l'évidence, pour les gens que j'ai en face de moi et pour moi également, il y a une lumière qui s'allume et c'est pourquoi on ne met pas des barrières douanières pour faire que les produits qui rentrent soient taxés et qu'on puisse ne pas subir cette espèce de chantage permanent, parce que c'est un chantage qui existe, qui plane comme une épée de Damoclès au-dessus des salariés. Donc voilà, la cause première, c'est la cause industrielle. Maintenant, je pense que c'est quelque chose, le libre-échange est en vérité une machine à saper nos droits sur le plan de la fiscalité. Alors je pourrais revenir là-dessus plus longuement, mais pour donner un seul indice, le taux moyen de l'impôt sur les sociétés était de 50% dans les années 80, jusqu'en 1984. On est aujourd'hui passé à 25% et Macron envisage de baisser encore le taux de l'impôt sur les sociétés. Et la raison qui est en permanence donnée, c'est qu'il faut être compétitif par rapport à ce qui se passe en Irlande, à ce qui se passe, vous voyez. Bon, donc le libre-échange pose la question du dumping social, mais il pose aussi la question du dumping fiscal et aussi du dumping environnemental. Demain, par exemple, est examiné une proposition de loi, je suis dans la commission des affaires économiques, par le groupe républicain, c'est pour que l'agriculture soit plus compétitive. Et la solution pour qu'elle soit plus compétitive, c'est qu'il y ait moins de normes. Vous voyez ? Donc, il y a une espèce de chantage permanent qui s'exerce aussi sur le plan environnemental. Je voudrais résumer ça avec une citation ou deux pour généraliser le propos. Une citation de Gary Becker, donc, qui était un économiste américain néolibéral et qui a reçu le prix Nobel d'économie, qui s'exprime en 1993. Pour moi, c'est un moment clé dans l'histoire du libre-échange, puisque c'est le moment où se fait aux États-Unis l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, et où au parallèle se fait l'Europe de Maastricht en Europe. Donc c'est un moment où il y a des histoires parallèles, mais que dit Gary Becker ? Il dit ceci. Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. En tout cas, voilà quelqu'un qui n'avançait pas dans l'histoire avec un espèce de brouillard, mais qui allait avec clarté. Oui, pour diminuer les droits en matière environnementale et en matière sociale, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les plus riches ? Il fallait opérer le libre-échange de manière à ce que les importations des pays à bas coût exercent une pression à la fois sur les salariés et sur l'environnement. Je peux avoir ce propos aussi de Lawrence Summers, qui était chief economist à la Banque mondiale. Juste entre vous et moi, c'était dans une note de service, juste entre vous et moi, la Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays moins développés ? La logique économique derrière le déchargement des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irréprochable et nous devons la regarder en face. Et ça, c'était donc dans une note de service qui s'intitulait « Good Environmental Practices », bonnes pratiques environnementales. Vous voyez ? Donc, il est très clair pour moi que le libre-échange est une machine à produire du dumping et est une machine qui condamne le rapport de force. Parce que dès qu'il y a la naissance d'un rapport de force, il y a le chantage qui s'exerce et qui fait dire, voilà, on va partir et donc ça vous tue. Donc voilà la réflexion d'ordre global. Maintenant, je voudrais, comme je sais que j'ai un débat là interne à la gauche, je voudrais interpeller sur un regard de gauche sur le protectionnisme. C'est Emmanuel Todd qui en parlait dans un bouquin et je pense que c'est tout à fait juste. Il parlait d'abord du passivisme des éduqués. Et ça, c'est une donnée à prendre en compte. Pourquoi on a accepté ça depuis 30 ans ? Parce que
pour l'instant, ça a touché les prolos, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, les classes éduquées qui sont les porte-paroles, je suis éduqué, tu es éduqué également, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, alors je ne vous raconte pas, quand on regarde les pourcentages, c'est catastrophique, ceux qui sont les porte-paroles, les reporters et ainsi de suite, sont des gens éduqués. Et donc, cette classe-là n'est pas touchée. L'oligarchie en bénéficie pleinement, mais on a une classe, moi j'appelle intermédiaire, qui, elle, n'est pas touchée. Du coup, eh bien, il y a une espèce de silence, un passivisme, dit Emmanuel Todd, qui s'est développé dans la société française parce que ce n'était pas ceux qui avaient la parole qui étaient touchés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'espèce d'inversion étrange qui fait qu'en fait, entre racisme objectif et racisme subjectif. C'est-à-dire qu'au fond, le libre-échange qui se prétend cosmopolite, ouvert et ainsi de suite, est une politique qui conduit à condamner en premier les enfants d'immigrés, les enfants des classes populaires en général, et parmi les enfants des classes populaires, entre autres les enfants d'immigrés, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un moindre bagage éducatif. Donc là, on a affaire à une politique qui peut être décrite comme étant objectivement raciste. Et à l'inverse, c'est là où on a toute une étrangeté de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan idéologique, c'est que ceux qui vont être racistes subjectivement, je pense au Front National, vont peut-être rencontrer les intérêts objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on a une espèce d'inversion qui est assez étrange, avec notamment le Parti socialiste qui se fait le chantre du multiculturalisme et tout ça, et qui en vérité développe une politique qui condamne les classes populaires, et encore en particulier les classes populaires des quartiers. Ça, c'est la première chose. Et donc j'interpelle Olivier là-dessus, mais voilà. Le deuxième point sur lequel je veux interpeller, c'est une étrange logique. La gauche et notre gauche, j'ai voté Besancenot en 2002, et notre gauche a systématiquement combattu tous les accords de libre-échange. L'Uri Ground, l'AMI, on l'a oublié parce qu'on a gagné, mais on a gagné sur AMI. Le traité constitutionnel européen, qui était notre forme de... évidemment maintenant le CETA, le TAFTA. Bon, et bizarrement, on combat ça, c'est-à-dire qu'on combat une avancée vers le libre-échange, et une fois qu'elle est installée, c'est comme s'il y avait un effet de cliquet, et à partir du moment où le truc était mis en place, vouloir revenir là-dessus, c'était tomber dans le nationalisme, la xénophobie, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a comme un effet de cliquet qui fait qu'il nous serait interdit d'être protectionniste, c'est-à-dire de vouloir en effet revenir à davantage de protection. Bon, ça c'est le deuxième point. Et enfin, moi je pense que notre gauche a loupé un coche pendant très longtemps, et elle a précipité les gens vers le Front National. Et là, je pense, je te le dis, je pense que tu as une part de responsabilité, que le NPA a une part de responsabilité, parce qu'il fut un temps où notre gauche, c'était le NPA et c'était toi. Quand je rencontrais ces gens, ces ouvriers, et que je discutais avec eux, oui, la première chose qui leur revient, c'est pas la réquisition de l'outil de travail, c'est pas la nationalisation, ce sont les barrières douanières, c'est une politique protectionniste qui revient comme une forme d'évidence, alors qu'elle n'est pas du tout assumée, par exemple, par les syndicats et tout ça. Bon, là, on a le choix. Soit on dit c'est pas bien, ça va pas, et tout ça, c'est pas ça qu'il faut, et on dit voilà, il faut des réquisitions, il faut des nationalisations, mais ça passe pas. Soit on s'appuie sur ce qui n'est peut-être pas un anticapitalisme théorisé général, mais en tout cas qui s'inscrit contre ce capitalisme présent, c'est-à-dire libéralisé. Et là, je crois qu'il y avait dans la conscience des salariés du privé, des ouvriers, il y avait un potentiel, il y avait une germe pour, oui, s'appuyer là-dessus et en acceptant cette première étape protectionniste, de l'accompagner et de porter ensuite un autre discours. Et je pense qu'en coupant ça d'emblée, on s'est coupé d'un désir qui est profond, parce que les gens se prennent la mondialisation droit dans la figure depuis 3 décennies. Ils l'éprouvent, ils le sentent, c'est du vécu quotidien. Et donc moi, là, j'ai publié un entretien avec Lénine, là. Je ne sais pas si tu as vu, mais bon, j'ai été rencontrer Lénine à Petrograd à la veille de la révolution d'octobre. Donc, je veux dire,
il y a un Lénine que j'apprécie, moi, c'est celui des thèses d'avril. C'est-à-dire un Lénine qui fait comme un accompagnement d'une force populaire. Par exemple, c'est la paix tout de suite, évidemment, mais par exemple sur le terrain des nationalismes, c'est accepter l'autonomie des nations, alors que ce n'était pas forcément sa tasse de thé au départ, mais il fait sien parce qu'il sent que ça grouille par en dessous. De la même manière, sur le rapport à la paysannerie, il accepte qu'on aille non pas vers une collectivisation, mais vers une réforme agraire. Et il fait sien ces demandes populaires. Et c'est en faisant sien ces demandes populaires qu'il fait germer et qui va permettre de pousser plus loin. Moi, je pense que j'aurais souhaité que Olivier soit le Lénine des thèses d'avril et soit le Lénine qui prenne ce qu'il y avait en germe contre le capitalisme libéralisé existant, qui s'appuie là-dessus et qui le fasse, germer autrement, parce que je pense que chez les gens de ma région, c'est la bataille que j'ai menée. J'ai toujours pensé qu'il y avait un fond rouge, mais malheureusement, ils s'y mettaient dessus une couche de brun. Brun en picard, ça veut dire de la merde, et ça veut dire c'est la couleur du Front National. Moi, mon travail, c'est de dégager la couche de brun. Et je pense qu'il y avait moyen de le faire plus fortement, de gagner le cœur des salariés, en particulier le cœur des ouvriers, en revendiquant cette question fortement pour la conduire vers autre chose. Voilà. Merci François Ruffin pour cette intervention. Donc Olivier Besancenot, toi tu fais partie justement donc, de ceux qui, sans évidemment être des partisans du libre-échange, sont critiques des positions protectionnistes. Tu y vois généralement une position de repli, un souverainisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer un peu tout ça? Merci. D'abord, comme François, je voudrais vous remercier d'avoir pris cette initiative, voilà, que je prends en effet comme une initiative de dialogue. Et c'est important par les temps qui courent, que les différents secteurs de la gauche sociale et politique qui se confrontent et qui se coltinent au quotidien la politique de Macron discutent, dialoguent, se voient, donnent de la visibilité à leurs discussions parce qu'on en a bien besoin et qu'on en finisse avec l'idée qu'on puisse chacun dans son coin participer à l'émiettement. On a besoin d'un front de résistance, cette discussion, parce qu'il y a beaucoup de politique dans les mobilisations actuelles. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Donc je voulais saluer cette initiative en espérant qu'elle aura des suites. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent ça, énormément. Aussi parce que toi comme moi, on se retrouve sur... et c'est pour ça, toi, tu as parlé de ton entrée en la matière sur cette question, et moi, je ne la découvre pas, en effet, non plus. J'ai été confronté à cette question à maintes et maintes reprises au cours de toutes les activités militantes que j'ai pu avoir dans toutes ces boîtes qui ferment. Mais en effet, j'ai été confronté à des hommes, à des femmes qui luttaient pour empêcher que leur outil de production se barre ailleurs ou en France, mais partent. Et cette discussion avec des secteurs syndicaux sur la question des délocalisations, je l'ai eue à maintes et maintes reprises. Alors pour répondre à tes interpellations, donner un point de vue d'éduqué, mais aussi un point de vue de salarié, qui est postier, qui sort du boulot, là tout de suite maintenant, et qui est confronté à la réalité d'une entreprise qui n'est pas délocalisable et qui a pourtant supprimé 100 000 emplois en 10 ans. Voilà. Et c'est aussi du vécu, avec le drame que ça signifie. Et pourtant, ce n'est pas délocalisable. Donc c'est quand même important de le comprendre. Et plus que Todd, moi je m'inspirais de Rancière, par exemple. Moi, les questions éduquées, pas éduquées, Jacques Rancière, il insiste à juste titre sur le fait qu'il faut un peu, peut-être sortir de cette coupure entre les savants et les ignorants. Et les prolétaires, les exploités, les opprimés, ils ont besoin de personne pour savoir pourquoi ils sont dans la merde, comment ils peuvent s'en sortir. La question qui se pose, et tu l'as posée, c'est comment on peut se donner confiance. Moi, je le prends comme ça. Si je prends le dialogue de façon positive, c'est comment on peut, et je ne dis pas qu'on y est arrivé, hein, on a eu des ratés, pas de souci. Je ne sais pas si France Insoumise y arrive plus aujourd'hui, mais comment on peut participer collectivement et de façon unitaire à donner de la confiance. Alors, moi, je le dis tout net, je mets les pieds dans le plat. Moi, je suis pour la protection maximum des travailleurs contre le capital, par tous les moyens nécessaires. Mais le protectionnisme, ce n'est pas une nouvelle branche de la sécurité sociale. Ça a un sens politique. Ça a un sens politique. Et comme toi, moi, je n'ai pas de réponse toute faite, je n'ai pas de solution absolue, parce qu'en effet, c'est des fois très compliqué. Mais le protectionnisme, ça, je ne parle même pas de l'historique, hein, de pister, d'où ça vient, etc. Je parle de son sens politique, de sa signification. Le protectionnisme, ce n'est pas simplement de la protection sociale. C'est donner la possibilité à un pays de se protéger de la concurrence étrangère en établissant des taxes. Alors sur des critères qui sont en effet pas les mêmes selon les points de vue. Mais c'est ça, le protectionnisme. Et ça, pour moi, c'est un leurre périlleux.
et je continue à le penser, en effet, les discussions avec les militants syndicalistes, et je ne dis pas que je les ai convaincus à chaque fois, loin de là, je pense qu'il faut les avoir. Alors pourquoi je pense que c'est un leurre ? Parce que je pense que ça part d'abord d'une analyse un peu en trompe-l'œil de la situation, mais qui est tentante, je l'avoue, parce que ça renvoie à des faiblesses de nos solutions à nous, de notre famille politique, hein, j'entends. Mais remettre sur le dos du libre-échange, et donc de la concurrence étrangère, les raisons fondamentales et essentielles, exclusives, même chez certains, ce n'est pas ton cas, des méfaits du capitalisme et du nivellement vers le bas des acquis sociaux, je pense que c'est une idée en trompe-l'œil. Et je dirais, sans faux jeu de mots, que c'est même une façon à bas prix de dédouaner les responsabilités profondes du système capitaliste dans la façon dont il agit ici et maintenant. Alors pourquoi je dis que c'est tentant ? Parce que c'est humain. C'est humain, on a tous envie de quelque chose de palpable dans la vie. Alors pensez que, je dirais, l'aspect le plus visible de la mondialisation capitaliste contre lesquels on est tous, c'est la guerre commerciale entre les États. C'est tentant. Pourquoi ? Parce qu'une guerre commerciale entre les États, c'est quoi ? C'est des productions qui sortent. Alors il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi des services. Hein. Mais il y a des productions qui sortent et puis qui rentrent. Donc il y a des produits. Alors c'est tentant. On se dit un produit, c'est un produit. Un produit, je peux l'attraper, je peux le choper, je peux le stopper à la frontière et je peux lui mettre une taxe dans la tronche. C'est tentant. Et ça renvoie à une difficulté pour nous, c'est qu'en effet, nous, on renvoie à une complexité du système capitaliste qui est vraiment complexe. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. C'est que la réalité de la mondialisation capitaliste telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas simplement la guerre commerciale entre États, loin de là. Et la guerre commerciale entre États, c'est peut-être la face la plus visible de l'iceberg, mais ce n'est pas d'ailleurs tant la cause que la conséquence de cet iceberg, mais c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Le restant de l'iceberg, et qui n'est d'ailleurs pas invisible, contrairement à ce que dit Hollande, parce que la finance a en effet un visage, il en a plusieurs. Un ami d'amis en commun, les Pinsons Charlot, Geoffroy Gens, qui est un universitaire belge, il piste les responsables des conseils d'administration en France, en Europe et dans le monde, et il a pisté du fait qu'il y a bien des visages dans la finance capitaliste, ça existe, c'est une réalité, donc elle n'est pas invisible, mais le capitalisme est retors. Il est capable de mettre des coups de pression, il est capable de mettre des coups d'accélération dans le temps et dans l'espace, il est surtout capable de se camoufler sans se rendre invisible. Et la réalité de la mondialisation capitaliste opérée dans le tournant des années 80, bien plus que la guerre économique entre États, ça a été la réalité d'un système fondé par la concentration entre les mains de quelques multinationales, avec des ramifications de flux de capitaux comme jamais, une implication, une espèce de méandre, de mouvement de capitaux entre les multinationales. Ça, c'est la réalité fondamentale des échanges commerciaux dans le cadre de la mondialisation capitaliste. C'est même mieux que ça. Ce n'est pas simplement des échanges commerciaux entre multinationales, plus qu'entre États. C'est des échanges commerciaux au sein même des multinationales. On estime par exemple qu'aujourd'hui, il y a 30 à 50% du commerce international qui est du commerce international intra-firme, c'est-à-dire du commerce qui circule au sein de la multinationale elle-même. Donc ça en dit long sur le fait qu'évidemment c'est plus complexe, parce que là c'est pas le plus palpable, c'est pas le plus visible, et ça renvoie à une vraie difficulté. Mais si on comprend ça, on comprend en effet, enfin moi c'est les deux conséquences que j'en tire. Premièrement, qu'on a intérêt, nous, d'un point de vue politique, à dire qu'il faut se concentrer sur ces conseils d'administration que piste Geoffroy Gens, bien plus que sur les barrières douanières, parce que c'est la responsabilité de lutter contre des multinationales qui trustent le monde, qui sont rattachés à des États, dont les conseils d'administration sont rattachés politiquement à des États, qui sont et viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France, et pas des moindres. Donc, c'est important de ne pas lâcher la proie pour l'ombre, et pas au nom d'une réalité qui est le libre-échange et qu'on combat tous, l'idée qu'en gros, on oublierait le rapport de force et la lutte fondamentale qui est un rapport entre le capital et le travail, et qui est d'ailleurs la réalité même chronologique de la mondialisation libérale, si on regarde bien dans les années 80, qui a d'abord été le fait que le capital a pris partout dans le monde, au monde du travail, avant même de devenir un grand marché international, avant même de développer le libre-échange. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que sur le dos du libre-échange et de la concurrence étrangère, on en vient finalement quelque part à laisser l'idée que les pays émergents auraient été bénéficiaires de la mondialisation capitaliste. Alors, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ceux qui s'en tirent à bon compte dans le cadre de la mondialisation capitaliste, c'est des riches capitalistes rattachés à des puissances du Nord la plupart du temps, même s'il y a la percée de la Chine, etc. etc. Donc du coup, ça a des conséquences sur le terrain, que tu connais en effet comme moi. Et là, en effet, il peut y avoir, quand je parle de trompe-l'œil, c'est ça. Pour parler crûment,
moi je suis contre le libre-échange et contre le protectionnisme. Et c'est pas parce que le capitalisme a été mondialisé qu'il y a ce phénomène de destruction d'emplois qu'on subit tous dans nos chairs, comme tu l'as évoqué. C'est pas d'abord parce qu'il est mondialisé, c'est parce qu'il est capitalisme avant tout. Ou alors comment comprendre qu'en effet, toute une série de secteurs non délocalisables, dont je fais partie, mais c'est vrai aussi dans le bâtiment, c'est vrai aussi dans l'hôtellerie, c'est vrai dans les transports, soient les secteurs en France qui sont les plus victimes de la précarité et des bas salaires. Là, on ne peut pas dire que c'est la concurrence étrangère qui explique le nivellement salarial ou en termes de précarité vers le bas. Comment expliquer dans les secteurs, et en effet, parce que quand on a des personnes en face de nous, et là tu as raison, par exemple dans l'industrie, dans le textile, c'est clair qu'il y a eu des phénomènes de délocalisation, incontestables, mais là aussi, ça reste qu'une minorité. Ça reste qu'une minorité. Peu importe les polémiques sur les chiffres, 15, 20, 30% qui s'expliquent par des délocalisations en dehors de nos frontières, qu'est-ce qu'on fait des 70% qui restent? Qu'est-ce qu'on fait des 90% qui vivent dans le secteur industriel et du textile, qui ont perdu leur boulot avec les drames que ça suscite dans la famille, avec les drames sociaux, les drames humains, et qui ne proviennent pas des délocalisations? Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Qu'est-ce qu'on fait même de ceux, parce que tu cites, et dans la région, tu es mieux placé que moi, tu as cité des noms, en effet, Goodyear, Whirlpool, on peut tous les citer, on pourrait citer Toyota, on pourrait citer les Continental. Ouais, ça a été des délocalisations, mais avant des délocalisations, bah, c'était des relocalisations, des localisations, des investissements étrangers, parce que ce n'est pas des noms très français tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les salariés qui vivent dans ces entreprises qui ne sont pas françaises? Qu'est-ce qu'on va faire de notre camarade Philippe Poutou, qui travaille à Ford, par exemple? Et j'aimerais, alors on peut imaginer qu'il ait un débat avec Trump un jour et qu'il le fasse transpirer lui aussi sur l'immunité ouvrière. Moi aussi j'en rêve. En attendant, il est travailleur en France dans une entreprise qui n'est pas française, Ford. Et il y en a plein dans ce cas-là. Donc c'est aussi une réalité qu'on est obligé de se coltiner et qui est extrêmement importante. Et je crois qu'on ne peut pas la mettre de côté. Et puis surtout, un truc que tu connais mieux que moi et que tu vas connaître encore mieux que moi comme élu, et là je sais parce que je te lis et je t'écoute, c'est surtout comment ne pas oublier que c'est d'abord une décision politique, ce qui se trame derrière les délocalisations. Et comme moi, comme nous, tu as pisté ce fameux train des délocalisations qui, en effet, partent à l'étranger, reviennent parfois en France, des fois, d'ailleurs, partent pas forcément à l'étranger. Une entreprise Yara, que tu connais, qui est en train de se barrer aujourd'hui dans le sud pour des tas de raisons. Et pourquoi ils le font? Parce qu'à chaque fois, ils touchent le pactole. Tu as une entreprise qui s'installe, le conseil régional lui déroule un grand tapis rouge en lui disant « Vous voulez une subvention pour faire de l'emploi? Bienvenue !» Bah après, tu fermes. Tu te barres à l'étranger ou pas, tu vas dans une autre région, bienvenue, repactole, c'est-à-dire l'argent public qui sert finalement à financer nos impôts. Donc en effet, de ce point de vue-là, je maintiens l'idée que pas lâcher la proie pour l'ombre, ça veut dire lutter d'abord et avant tout pour l'interdiction des licenciements dans tous les cas que tu as évoqués, et en effet, de reposer les questions de propriété, c'est-à-dire dire si l'outil de production doit se barrer, nous on le reprend, sous contrôle public, on essaye d'inventer ensemble des nouvelles formes de socialisation, d'ailleurs là aussi, il y a des tas de travailleurs qui pensent, qui imaginent des scopes, et tu le sais comme moi. Donc ça aussi, ça peut être une piste de discussion commune. Et je termine en disant pourquoi je dis quand même que c'est un leurre périlleux. C'est que j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, et honnêtement, je n'ai pas de réponse toute faite. Le protectionnisme solidaire, je ne sais pas ce que c'est. Parce que je vois qu'à chaque fois, on dit on met des douanes pour empêcher que ça rentre, mais quand ça sort, il n'y a plus personne. Et là, on a un point commun. Oui, justement, je vais y venir. Et là, je te dis chiche. On a en commun le fait de dire, par exemple, qu'il faut arrêter de vendre des armes. 7 milliards pour l'Arabie Saoudite et tous les autres pays. Et au final, la France, je crois, c'est 14 ou 15 milliards, il faudrait vérifier le chiffre, mais vend chaque année 14 ou 15 milliards. Oui, moi, je suis pour que la France arrête d'exploiter des armes dans le monde comme toi. Ça va faire 70 000 ou 80 000 emplois en moins. Donc, ça a des conséquences. Ce que je veux dire, c'est que le protectionnisme dans la bouche de beaucoup, et tu le sais comme moi, c'est comme la diode électrique. On est contre que ça rentre, c'est comme l'électricité, on est contre que ça rentre, mais il n'y a pas de problème pour que ça sorte. Donc les fameuses taxes sur des critères sociaux, démocratiques, comment on les évalue? Un pays qui est en déficit démocratique, comment on juge? À quelle hauteur? On dit lui c'est craignos, on met 40, 50%. S'il est vraiment infréquentable, tu es d'accord avec moi, puisque tu l'écris et tu le dis, tu as bien raison, on ne vend plus là-bas. Donc c'est autre chose qu'une taxe. Quid de ces travailleurs-là? Parce que précisément on est internationaliste. Et donc moi je t'interpelle aussi, je ne te dis pas qu'on a fait super bien notre boulot contre le Front National, mais par contre, dans nos rangs, au sens large du terme, j'ai entendu, ce n'est pas ton cas,
mais dans la gauche radicale, beaucoup de camarades qui me promettaient sur tous les tons il y a quelques années que le protectionnisme, c'était évidemment que sur des questions économiques. Bien entendu, ça concernait que l'outil de production. Bien entendu, ça concernait que les usines. Jamais les mouvements humains. Jamais les mouvements humains. Et puis, on a des Jean-Luc Mélenchon qui un jour ont quand même dit que les travailleurs détachés venaient éventuellement manger le pain des nationaux. Ben moi, je m'excuse de le dire. Je m'excuse de le dire. Faire ça, sur le fond politique, c'est franchement pas travailler pour notre camp. Et être internationaliste, c'est aussi, même face à tous ces drames, rappeler à notre camp social, à la classe ouvrière, qu'on est pour la liberté de circulation de tous et toutes, la régularisation de tous les sans-papiers, que sur ces cas-là, on ne va pas tergiverser parce que c'est trop important, quitte à aller à contre-courant. D'abord, je sais pas si je me souviens plus, c'est exactement comme ça que Mélenchon a énoncé les choses. Et ensuite, s'il s'agit de reconstruire une gauche qui aille plus ensemble, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moment en ma présence pour allumer Jean-Luc Mélenchon. On parlait du FN. Voilà. Je me suis permis. Il y a des arguments qui sont pour moi inentendables. Je veux dire, l'usine Ford, quand on dit qu'on veut du protectionnisme, il s'agit de faire pour que la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation soit la plus réduite possible. Et qu'importe si l'usine est française, à capitaux français, si elle est à capitaux américains, si elle est à capitaux allemands ou à capitaux japonais. Donc ça ne changerait pas la situation de l'usine Ford en l'occurrence. C'est pour évacuer des arguments qui ne me paraissent pas recevables. De la même manière, il faut pas ne te saisis pas, à mon avis, de la question des relocalisations. Ce qui est relocalisé est peanuts. Et c'est un truc qui est utilisé par les libre-échangistes pour venir dire, vous voyez, quand même, ça revient. Ne nous laissons pas prendre à ce miroir aux alouettes. Si tu veux, je te passerai mes études de cas et ainsi de suite, mais voilà. Ensuite, pour moi, le rapport de force capital-travail, il est de toute façon au cœur du sujet. C'est maintenant, donc, c'est quel outil on utilise pour permettre que ce rapport de force il existe de la même manière qu'entre ceux qui sont pour baisser les normes environnementales et ceux qui veulent les augmenter, tout ça. Et je redis, le libre-échange a été la plus efficace des machines à éroder les droits sociaux et les normes environnementales. Et aujourd'hui, elle est figée, à faire que chaque fois qu'on veut faire un pas en avant, on nous dit, ouais, mais attendez, si vous voulez faire une taxe sur le carbone, il faut avoir l'accord de tous les autres pays autour, et puis il faut se mettre en accord au niveau mondial, et donc c'est mort, c'est fini. Donc voilà, la question est ça. Moi, je voudrais te poser une question. Es-tu pour le libre-échange ou pour le protectionnisme ? Alors, je vais m'insérer dans le débat. Pardon ? Je vais m'insérer dans le débat parce que moi aussi, j'ai des questions à vous poser. Tu vas pas avoir une réponse. Mais si, tu vas avoir une réponse. Je vais rajouter quelques questions à poser à Olivier Besancenot. Et après, on le laissera répondre. Et après, je te poserai des questions. Et j'imagine qu'il aura aussi des questions pour toi en retour. Alors justement, Olivier Besancenot, donc la question qu'on voudrait te poser quand on t'écoute, c'est que, évidemment, donc, je pense que tu vas répondre à François Ruffin que tu es contre le libre-échange, évidemment. Mais si on envisage la question du protectionnisme un peu différemment, si on le prend non pas comme un protectionnisme, mais un protectionnisme solidaire, mais d'abord comme un instrument de régulation des échanges commerciaux, est-ce qu'on n'a pas déjà là un moyen de commencer à pouvoir discuter ensemble ? Puisque tu l'as bien dit, voilà, tu es pour une régulation du capital sur toutes les étapes. Est-ce qu'on ne peut pas envisager justement donc, le protectionnisme comme un outil de régulation des échanges commerciaux ? Et si on écoute par exemple Morvan Burrell, donc on a fait un entretien avec Morvan Burrell donc, de Solidaire Douane qui sera bientôt disponible sur notre site lila.org. Donc lui, il essaye de présenter justement le protectionnisme comme un outil de régulation des échanges au service justement d'une politique de transformation sociale. Et donc ça passe par toute une palette de mesures qui sont des mesures douanières. Elles peuvent être tarifaires évidemment, mais ce sont aussi des mesures de normes, donc des mesures de régulation générale des échanges. Elles peuvent être donc des outils. Donc on est quand même bien à gauche pour avoir des outils. Est-ce que à ça tu souscris ? Et pour aller un peu plus loin sur cette question-là, si on prend l'exemple
de l'agriculture. C'est un des exemples qui est en général pas celui qu'on évoque quand on parle du protectionnisme, mais pourtant c'est un exemple sur lequel on peut très bien se poser la question de la protection des productions nationales, ou bien de mettre justement l'accent sur ce qui est produit au plus près de nous. Et notamment, par exemple, un syndicat comme la Confédération paysanne va défendre une forme de protectionnisme au nom de la défense du modèle paysan, et donc au nom de la défense non pas d'une agriculture productiviste qui fonctionne sur des échanges internationaux. Donc comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Et puis si on fait le parallèle alors, ensuite entre la défense de ce modèle paysan qui justifie une forme de protectionnisme et la défense d'un modèle social voilà, qu'on peut avoir chez nous avec un certain nombre de droits sociaux, est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle aussi loin en se disant que les outils de régulation qu'on met dans le protectionnisme ne sont pas justement des outils au service de ce modèle, de ces spécificités, et qui vont justement aider beaucoup plus largement aussi au-delà. Et enfin, est-ce que si on couple le protectionnisme à des modèles de reprise des entreprises, à des transformations des droits radicaux dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler l'année dernière avec Benoît Boritz sur comment est-ce qu'on pouvait reprendre en main nos entreprises, est-ce qu'à ce moment-là, des mesures protectionnistes pourraient être plus acceptables pour toi ? Non, mais c'est bien d'essayer de me glisser dans un paquet cadeau. Moi, je suis pour reprendre tout. Mais il faut discuter en effet du fond. C'est est-ce qu'on met les pieds sur cette terminologie? Alors après, on peut discuter dans le détail. En effet, je suis pour discuter dans le détail. Donc tu me poses des questions. Est-ce que je suis pour des outils? Ouais, je suis bricoleur, comme vous tous. J'ai bien conscience que je suis pour une putain de bonne vieille révolution parce que elle manque cruellement. Mais en attendant, je vis ici et maintenant et je suis pour agir ici et maintenant. Et tout ce qu'on peut gratter, il faut le gratter. Donc tout ce qui peut être du domaine qui nous permet de contrôler les mouvements de capitaux, de les taxer, nous on les a toujours soutenus. Et d'ailleurs c'est important, tu prononces un mot. La régulation et donc la dérégulation. Fondamentalement, la mondialisation capitaliste, son tournant dans les années 80, ça a d'abord été ça, un phénomène de dérégulation. Avant d'être l'ouverture des frontières, ça a d'abord été ça. Donc tout ce qui nous permet de s'opposer à cette logique-là, à cette logique néolibérale, évidemment qu'il faut le faire. Deuxièmement, sur le fond, alors là pour moi ça c'est autre chose. Et là, c'est un point d'accord. Moi, tout ce qui est... Parce que là, ça rejoint des questions c'est comment on rejoint le ici et le demain. C'est-à-dire comment on rejoint des combats d'aujourd'hui pour le projet de société qu'on peut essayer d'inventer, etc. C'est la question de relocaliser en termes de projet de société. C'est-à-dire pour sortir d'un modèle de consommation, de production qui est le modèle actuel. Et en effet, pour avoir discuté avec les camarades de la Confédération paysanne, suivre les discussions dans Attaque, là, il y a des discussions tout à fait intéressantes qui passent y compris par des mesures immédiates. La fameuse taxe kilométrique défendue par exemple par Thomas Coutreau dans Attaque, moi, elle ne me choque pas. Mais d'ailleurs, si je l'ai bien écouté, il est pour déconnecter ça justement de la question du passage aux frontières. Parce que lui aussi, comme d'autres, est conscient des dérives possibles, chauvines et nationalistes, et surtout que ça ne répond pas au problème de fond qui est de se poser l'idée d'essayer de faire des circuits les plus courts possibles, c'est-à-dire de rapprocher le producteur du consommateur. Alors là, qui est amplifié par la proposition. Moi, je la formule plus sous terme de souveraineté alimentaire, proposée par la Confédération paysanne. Évidemment qu'on est pour. Mais honnêtement, qui peut prétendre quel est le bon périmètre de la souveraineté alimentaire? Pourquoi vous allez me dire tout de suite que c'est la nation? Alors, il y a des discussions dans la Confédération paysanne. Hein. Et d'ailleurs, dans la discussion de la Confédération paysanne, si vous écoutez bien ce qu'ils racontent, ils disent que c'est une façon de se protéger pour les peuples, pour les nations, pour les unions. Il n'y a pas de périmètre prédestiné. Et puis surtout, il y a une différence tout à fait notable et salutaire de leur part, c'est que eux, dans le modèle d'agriculture paysanne dont on parle, ils sont contre le modèle d'exportation. C'est-à-dire qu'ils sont contre l'idée qu'on fasse un modèle d'agriculture surexcédentaire où on va vendre dans le monde à d'autres pays. Donc eux, on n'est plus dans le système de diode électrique. Mais c'est important. C'est pour ça que je repose la question du périmètre. Regardez Trump. La diode électrique, ça ne le gêne pas. Trump, c'est un partisan de la mondialisation capitaliste comme jamais. Il est convaincu que le monde est un marché économique international et que les États-Unis doivent avoir une grande place dans ce marché. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je suis protectionniste. On va taxer aux frontières. Je dis ça pour dire quoi? Qu'on peut parfaitement être protectionniste et pour la mondialisation capitaliste, c'est le cas de Trump. Comme quoi le vrai problème, c'est pas tant le périmètre, c'est ce qu'est la nature même du capitalisme et comment on le combat et comment on lui oppose des solutions alternatives. Donc tout ça, on peut le discuter, on peut l'envisager sur le long terme, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi, alors quand bien même que ça, même la question des traités que tu soulignais à juste titre, contre lesquels on s'est opposé à maintes et maintes reprises, ces traités-là, ils traitent comment dire,
il traite de la question des barrières douanières, évidemment, mais ce n'est pas la grande majorité de ce qu'il y a dans les traités. L'écrasante majorité de ce qu'il y a dans les traités, c'est le pouvoir accru des multinationales. Donc, pour ça, je dis, restons concentrés sur ça, et puisque tu m'as interpellé sur Lénine, et puisque la question m'a été posée à plusieurs reprises, moi, je suis comme Marx et comme Jaurès. Et j'espère que tu seras autant le Jaurès de l'époque que moi, le Lénine des thèses d'avril. Et Jaurès, à l'époque, il disait la chose suivante. On parle surtout de la concurrence étrangère et on néglige les autres causes du mal. Le socialisme, c'est-à-dire l'organisation sociale de la production et de l'échange, exclut à la fois, c'est Jaurès qui le dit, et la protection, qui ne peut guère profiter qu'à une minorité de grands possédants, et le libre-échange, qui est la forme internationale de l'anarchie économique. Et pour Marx, à une époque où, en plus, pour le coup, les phases, parce qu'on n'est pas dans la première phase de mondialisation de l'histoire, il y a déjà eu des phases de mondialisation capitaliste où là, c'était beaucoup plus des guerres commerciales, c'est-à-dire où la question de la balance commerciale pesait. Et Marx, sa formule, c'était de dire le protectionnisme, c'est le conservatisme, le libre-échange, c'est la destruction. Moi, je suis pour adapter à nos temps, j'ai bien compris que ça avait changé, tout autant d'ailleurs que les thèses d'avril, mais le problème, c'est de garder ce créneau politique en tête et de discuter en effet toutes les solutions concrètes et de ce que ça amène pour les perspectives avec les syndicalistes qui en effet discutent beaucoup de politique autour de ça. Tu veux pas que je rajoute mes questions ? J'en profite pour te rajouter mes questions, désolée. J'ai le micro en otage, j'en profite. Non, mais donc, mes questions, elles vont résonner évidemment avec celles que te pose Olivier Besancenot. Donc, d'abord, c'est comment tu fais pour éviter que le protectionnisme ne soit vu comme une guerre commerciale et comment tu garantis justement de la solidarité internationale. Donc, il y a ce terme de protectionnisme solidaire qui est souvent utilisé à gauche. Comment est-ce que tu le définis ? Et comment on peut être sûr qu'il n'y ait jamais aucun mélange avec les thèses qui peuvent être portées par le Front National. On est quand même dans une période où un de nos combats principaux, c'est de gagner l'hégémonie sur le discours de l'extrême droite. Donc comment on fait pour qu'il y ait toujours des marqueurs d'un protectionnisme de gauche, donc typiquement aussi pour se différencier de ce que peut porter Trump, dont a parlé Olivier tout à l'heure. C'est évidemment... Tu vas oublier. Bon. Et la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que tu as pensé concrètement comment on pouvait réaffecter une partie éventuellement des produits des barrières douanières à de la solidarité internationale ? Comment est-ce qu'on peut éventuellement envisager de financer des organisations de travailleurs dans les pays où on ne délocaliserait plus, par exemple ? Et enfin, sur la question de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que tu fais du fait que les ouvriers voient leurs usines délocalisées, donc une des raisons pour lesquelles ils sont pour le protectionnisme, c'est parce qu'ils sont pour que, au fond, tu te lances dans ce combat-là. Mais si on met en place du protectionnisme, et si les productions viennent à augmenter, si les prix des biens de consommation courante, toute l'industrie manufacturière augmente, est-ce qu'on va toujours avoir la même acceptabilité sociale du protectionnisme ? Et comment est-ce qu'on continue à le défendre dans ce cas-là ? Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu as déjà réfléchi ? C'est vaste, parce que si on rajoute les questions d'Olivier plus tes questions... d'abord sur l'extrême droite. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on a perdu face à l'extrême droite, entre autres parce qu'on a laissé ce terrain-là à l'extrême droite. Et ça n'était pas sa priorité. Sa propriété, pardon. Et ça n'était pas sa propriété, ni sa priorité, puisque dans les années 80, l'extrême droite était libre-échangiste à fond, Et en l'occurrence, c'était le Parti communiste qui portait davantage les questions protectionnistes. Et jusqu'en 1983, on avait une politique qui était raisonnablement protectionniste. Parce que ça revient à autre chose à dire, c'est que le protectionnisme, c'est du bricolage. Tu l'as prononcé le mot bricoler. Oui, mais le protectionnisme, c'est du bricolage. Il faut le regarder comme ça. Oui, c'est des petits chiffres qu'on bouge à droite, à gauche, et puis tout ça. Alors, la question, c'est quelle est la finalité politique qu'on se pose derrière. Et c'est là qu'il faut construire un projet politique. Pour moi, on n'aura pas de projet politique possible en régime de libre-échange. Voilà, c'est ma conviction. Le libre-échange est une machine à saper.
les normes sociales, le progrès fiscal et la justice sociale. La justice, enfin, les normes environnementales, pardon. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est une machine à saper le moral des gens aussi. Parce qu'ils voient, il y a cette espèce de chantage permanent qui est exercé. Donc, quoi avec le protectionnisme, on puisse faire du Trump, j'en ai aucun doute. C'est un moyen. Ça n'est pas une fin. Mais maintenant, c'est pas. Et ce moyen-là, en plus, la différence avec des tas d'autres projets de gauche, c'est qu'on l'a à portée de main. Quand vous interrogez des syndicats douaniers, parce que je suis très copain avec Solidaire Douane, mais aussi avec la CGT Douane, eh bien, c'est des chiffres à bouger, c'est très simple, ce sont des mesures qui sont très simples à prendre. Donc en effet, on a cette arme contre le libre-échange, contre le capitalisme en régime de libre-échange, qui sont à notre disposition rapidement au cas où il y aurait une volonté politique de s'en servir. Ce qui fait la différence avec pas mal de projets à gauche, auxquels je ne suis pas du tout hostile, mais voilà. Donc ça, c'est, je suis d'accord qu'il y a du Trump, on peut faire du Trump, mais la question c'est est-ce qu'on peut faire autre chose. Ensuite, je pense, et je suis convaincu qu'on peut faire autre chose. Vous savez, on appelle ça dans matière agricole, on appelle ça la souveraineté alimentaire, mais c'est la même chose. C'est du protectionnisme. C'est du protectionnisme pour l'agriculture. Et là, c'est accepté. Et en revanche, du protectionnisme qui viendrait sur l'emploi industriel, là, c'est plus accepté. Il y a un problème. Moi, l'autre truc, c'est que, évidemment, je suis contre les exportations quand elles se font contre la volonté de... Bon, parce que j'ai pas dit qu'on va aller tout fabriquer ici. Hein. Le café, on va pas le fabriquer ici si on en boit encore, si on se met pas la chicorée. Ça viendrait Picardie. Mais voilà. Mais de toute façon, on va continuer à acheter. Je veux dire, la France des années 70 ou 80 était pas ni une France en autarcie, ni une France fasciste. Et voilà, donc c'est du bricolage pour se dire, il y a la possibilité de recréer, c'est moi mon objectif, c'est ça, c'est de se donner la possibilité de recréer un rapport de force. Et alors, pour donner un exemple concret, j'aime bien citer Bernard Djonga. Bernard Djonga était un ingénieur camerounais, il était au contact des paysans camerounais, et il a vu arriver l'Uruground, voilà, et puis ensuite dans la foulée de l'Uruground, il a découvert qu'il y avait des tas d'élevage de poulets bicyclettes, donc c'était de poulets qui étaient amenés théoriquement à bicyclette parce qu'ils avaient quand même des camions, mais enfin c'était le surnom du truc, à partir du paysan sur le marché local au Cameroun. Et ça déclinait, mais terriblement. Et alors l'Union européenne avait financé des puits pour ces élevages, et finalement, l'élevage était tué. Pourquoi ? À cause des accords de l'Uruground, puisque c'était les poulets doux, en l'occurrence, par exemple, qui envahissaient le marché camerounais, donc du poulet breton. Et Bernard Djonga, il a mené d'abord un énorme travail d'enquête, pondu un énorme rapport sur la disparition de ces élevages. Ensuite, il a mené une campagne, entre autres avec José Bové qui allait là-bas. Il y avait tellement une foule immense. Alors là où il a été intelligent par ailleurs en termes d'alliance de classe, Bernard Djonga, c'est qu'il a associé la paysannerie, avec les citadins, puisqu'il a fait faire un prélèvement sur les poulets importés pour montrer, et envoyé à l'Institut Pasteur pour montrer qu'il y avait des cochonneries à l'intérieur. Et donc du coup, les consommateurs des villes, ils se sont alliés aux paysans des campagnes. Et sur ce, il y a eu une immense campagne qui a été menée, et il allait négocier avec Pascal Lamy à l'OMC la possibilité de prendre des mesures protectionnistes. Et ces mesures protectionnistes font qu'aujourd'hui, alors que 90%... tu vois, tu m'avais dit qu'il fallait que je crie, puis finalement... donc il y avait 90% des élevages qui avaient disparu, et en quelques années, eh bien, on est revenu à la situation antérieure où il me disait il n'y a que les coopérants qui apparemment ne peuvent pas se passer du poulet doux, mais sinon le reste de la population, elle s'est mise à autre chose. Donc évidemment, moi, et je travaille en ce moment beaucoup sur les questions agricoles, je suis partisan qu'aujourd'hui, on ait une agriculture qui soit tournée d'abord vers la consommation locale, mais pour ça, il faut se donner des armes pour produire dans ce sens-là, et aussi pour pas que, en l'occurrence, l'agriculture française se retrouve confrontée à l'agriculture allemande où c'est des travailleurs polonais qui viennent dedans, ou à l'agriculture hyper intensive du Brésil. Donc voilà. Donc, mais je suis évidemment, on peut pas, si on est protectionniste, on peut pas l'être dans un sens et pas dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est une donnée pour moi qui est évidente. Ensuite se pose la question, c'est une forme d'homogénéité nécessaire
entre le lieu de décision politique et le lieu d'existence économique. Tu me demandes à quelle échelle? Aujourd'hui, il se trouve que les décisions sont prises soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle nationale. Donc, les espaces dans lesquels ça va se faire, ça se fera soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle nationale. Voilà, pour moi, il faut que, si on veut avoir, que le politique reprenne une poids sur l'économique, il faut qu'il y ait, que l'espace économique dans lequel on met en place ces décisions soit cohérent avec l'espace politique qui les prend. Et enfin, tu citais Marx. Je vais réagir avec Marx aussi, pour faire un peu mon savant, puisqu'on est ici, quoi. Parce que, non, la position de Marx me paraît très intéressante, parce qu'il choisit. Il choisit entre libre-échange et protectionnisme, il choisit. Et il choisit le libre-échange. Il faut le dire. Et je vais vous lire pourquoi, puis comme Marx n'est pas très clair, je vais vous lire du Engels. Est-ce à dire que nous sommes adversaires du libre-échange? Non pas. Nous y sommes favorables. Parce qu'à travers le libre-échange, toutes les lois économiques, avec leurs contradictions les plus déconcertantes, agiront sur une plus grande échelle et sur un plus vaste territoire. En vérité, sur le territoire de la Terre entière, et que de la réunion de toutes ces contradictions en un seul et même ensemble où elles s'affronteront, résultera la lutte dont l'issue sera l'émancipation des prolétaires. En fait, ce que dévoile Marx là, c'est une politique du pire. Il fait le choix du pire en se disant le libre-échange va tellement être dévastateur que ça va produire la révolution à travers la révolution mondiale. Alors, je ne sais plus c'est Mao Tse-tung qui, quand on lui a posé la question sur que pensez-vous de la Révolution française, il répondait « il est trop tôt pour juger ». Mais en tout cas, ça n'a pas produit ces effets-là. Si ce n'est pas assez clair, vous voulez du Engels qui traduit Marx? Les socialistes doivent souhaiter un développement aussi libre et aussi rapide que possible de l'actuel système de production, car ainsi celui-ci développera ses inévitables conséquences économiques. Misère des grandes masses populaires en raison d'une surproduction qui engendrera soit des crises périodiques, soit une stagnation chronique du commerce. Division de la société en une petite classe de grands capitalistes et une classe nombreuse d'esclaves salariés, pratiquement héréditaires. Une classe de prolétaires de long nombre ne cesse d'augmenter pendant qu'en même temps ils se trouvent constamment remplacés par de nouvelles machines destinées à économiser la main-d'œuvre. En un mot, une société conduite vers l'impasse dont il n'est d'autre issue qu'une transformation complète de la structure économique qui en forme la base. C'est de ce point de vue que Marx, il y a 40 ans, s'est déclaré en principe pour le libre-échange comme le chemin le plus direct, celui qui conduira le plus vite la société capitaliste dans un cul-de-sac. Eh bien, moi je crois qu'entre le libre-échange et le protectionnisme, le libre-échange est un projet démiurgique. C'est plus de barrières douanières sur la terre entière. Le protectionnisme, c'est en effet du bricolage. Mais je crois qu'entre le libre-échange et le protectionnisme, on ne peut pas être dans le ni-ni. Non, il y a un curseur. Est-ce qu'on souhaite dans quel sens on souhaite le déplacer? Il se trouve que le capital a fait le choix de le déplacer très fortement du côté du libre-échange. Est-ce que nous, on souhaite non pas le ramener à l'autarcie, mais on souhaite le ramener à plus de protectionnisme? Marx fait un choix. Il fait le choix de la politique du pire en se disant de cela naîtra la révolution. Eh bien, je crois que Olivier et tous les gens de gauche doivent se poser sérieusement cette question dans les termes où se le pose Marx. Moi, je ne fais pas le choix de la politique du pire, parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est de la somme des misères que naîtra la révolution et qu'on aura des lendemains qui chantent et ainsi de suite. Je ne crois pas à ça. Donc oui, je suis un réformisme révolutionnaire, comme s'en réclamait Jaurès, c'est-à-dire que je crois à la politique du petit pas qui redonne confiance, qui fait qu'on reprend conscience et ainsi de suite. Mais je le redis, Marx a choisi. Nous devons choisir. Alors sur Marx et sur Jaurès, Marx quand il dit ça, alors on peut avec le recul du temps, mais dans les périodes qui sont celles que je réexpliquais tout à l'heure, quand Marx et Engels tiennent ces propos, c'est avant une grande phase, la première grande phase de mondialisation capitaliste du système capitaliste, qui va d'abord être la guerre entre les États, beaucoup plus que la phase de mondialisation des multinationales telles qu'on est en train de les connaître. Et on peut, évidemment, avec le recul du temps, mais tu as raison d'insister sur la raison pour laquelle il dit faire ce choix, parce qu'avec des phrases complètement paradoxales, puisque dans le même temps, il dit que le protectionnisme, c'est conservateur et que le libre-échange, c'est la destruction. Il fait le choix, ce que tu dis du pire, c'est en fait un choix
qui est un choix qu'on peut juger économiste, c'est-à-dire l'idée que l'avènement de la bourgeoisie, même à l'échelle internationale, permettra d'extirper les sociétés et qu'en effet, et ça c'est vrai qu'il y a une part de Marx qui est comme ça, que le développement des forces productives amènera inéluctablement à la destruction du système capitaliste. Propos sur lesquels Marx lui-même, à la fin de sa vie, est quand même revenu, parce qu'il n'était pas tout à fait étranger à l'action politique. Donc on peut aussi dire, est-ce que je fais la politique du pire? Non. Je suis plus que vacciné, et j'ai bien compris, même moi, que le système capitaliste ne s'écroulerait pas lui-même. Et moi aussi, dans ma chair, je vois que la politique du pire, ça donne rien. Donc on part tous du même niveau. On veut tous du mieux, même un peu. Et il n'y a aucun problème. Mais pourquoi s'entêter à accepter cette fausse alternative, soit libre-échange, soit protectionnisme? Pourquoi accepter cette alternative? Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Que nous tendent les possédants. Mais les capitalistes français, tu dis c'est les partisans du libre-échange, ils ont choisi. Mais le capitalisme national, ça leur va quand il faut. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc rediscutons des choses concrètement. Et moi, par exemple, tu t'évoques le protectionnisme. Moi, je fais une différence entre le protectionnisme des pays qui sont en situation de domination et des pays qui sont en situation d'être dominés. La situation du Cameroun n'est pas la situation de la France. Et d'ailleurs, à chaque article, quand tu cartonnes à juste titre les entreprises du CAC 40, ce qu'elles font dans le monde, bien sûr que ça a un sens. Alors moi, je te crois. Tu dis ça marche dans les deux sens. Vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là. C'est peut-être pour ça que j'accepte le dialogue avec toi. Parce que dire, par exemple, et je reviens à l'armement, on arrête de vendre dans le monde parce qu'en effet, ça ne se fait pas, soit avec ce que ça implique, c'est contradictoire avec le fait de se balader au Bourget et de faire des grandes courbettes à l'état-major de l'armée française, par exemple. C'est un choix politique et il faut le faire. À partir de là, moi, je discute de tout. On peut discuter de l'efficacité. C'est une discussion que j'avais eue avec Lordon. Parce que moi, c'est une discussion qui, je te dis, moi, c'est un aveu sincère. Et d'ailleurs, tu l'as prononcé, c'est-à-dire quand tu dis, en gros, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais on peut peser, on peut le faire, maintenant. Ce que je disais, c'est, quand je te dis, je pense que c'est une illusion, c'est l'idée qu'on peut peser dessus. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus complexe, mais quand même, c'est important de se dire que les périmètres ne sont pas préétablis. Et notamment pas préétablis par le champ institutionnel uniquement, même si on peut relayer des combats dans le champ institutionnel. Tu prends l'exemple de la souveraineté alimentaire, non, rien ne me dit, mais je te parle d'ici et maintenant, hein, que le bon périmètre de choix politique, démocratique, pour donner du pouvoir à la population, ça soit la nation ou l'Europe. Je pense que ça peut être tout à fait l'échelle des régions, des départements, ça peut être plein d'autres formes qu'on n'imagine pas encore. Et là, il y a une forme subversive qui discute en effet du projet de société. Donc pour moi, c'est la discussion que j'avais avec Lordon. L'histoire nous rappelle, puisque tu parlais de Marx, il y a différents Marx parce qu'il y a différentes périodes, que la nation et l'État, oui, dans l'histoire de la France, parfois se sont superposés, mais que depuis la Révolution française, il y a eu d'autres révolutions. Il y a eu celle de 48, où pour la première fois, il y a des ouvriers qui sont morts sur les barricades contre leur propre capitalisme et qui ont décidé de prendre le drapeau rouge plutôt que le drapeau bleu-blanc-rouge. Il y a eu la Commune de Paris, il y a eu la Première Guerre mondiale, où là, c'est au nom de l'État qu'on a fusillé une partie de la nation et que le périmètre n'était plus tout à fait le même. Donc ce n'est pas ce périmètre préétabli. Je pense que c'est plus complexe que ça. Ce qui ne veut pas dire que l'étape nationale n'existe pas. Elle existe, on en discute avec Lordon, c'est vrai aussi. Donc moi, parler de souveraineté, ce n'est pas un gros mot. Le souverainisme et le protectionnisme, ça a une autre signification politique. Et avant de mettre les pieds là-dedans, il faut bien y réfléchir. Et pour terminer avec Marx, il y a une chose que je tire de lui, et je pense, tu nous invites tous à réfléchir à plein de questions, et tu as bien raison, mais c'est quand même l'internationalisme. Et ne nous mettons pas dans nos têtes que l'internationalisme égale libre-échange. Ce serait une défaite politique majeure. Et surtout que ça ne correspond pas en plus à nos pratiques respectives. L'internationalisme est un beau drapeau. Et oui, moi, cette phrase « prolétaire de tous les pays », elle me fait toujours frémir. Parce qu'elle renvoie une réalité qui me fait dire que moi, je n'ai pas la nostalgie des années d'avant et que je suis toujours fier de me dire que j'ai plus de points communs avec des prolétaires, des retraités grecs, des chômeurs allemands qu'avec quelconque capitaliste français. Et que la seule frontière que je reconnais dans mon âme, c'est d'abord et avant tout, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui existent, la frontière sociale qu'opposent les exploiteurs aux exploités. Ça, c'est un projet de société qu'il faut maintenir même quand c'est compliqué. Même avec des entrées différentes, parce qu'il y a des diversités et il y a des entrées différentes en la matière, mais c'est un drapeau qu'il ne faut pas lâcher sur nos pas. Parce que quand tu me dis c'est cette alternative, c'est vachement restrictif, même par rapport à nos combats d'aujourd'hui.
Je termine juste là-dessus, mais les pratiques ouvrières, pardon de le dire, c'est pas que des ouvriers qui luttent contre la délocalisation en Chine. Les précaires de Deliveroo qui ont manifesté courageusement cet été encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décroché leur téléphone, ils ont contacté les Deliveroo d'Espagne pour savoir comment ils ont fait pour ne pas se faire jeter le lendemain. Ça aussi, c'est de l'internationalisme concret. Donc l'internationalisme, il ne faut pas lâcher ce drapeau-là. C'est super important de le maintenir à un moment où, justement, les vents dominants nous emmènent vers autre chose. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, je crois qu'au contraire, on peut trouver des points d'équilibre en évitant les trucs binaires qui vont nous emmener dans l'impasse. Alors avant de passer la parole à la salle, parce que vous allez avoir encore plein de questions, moi je voudrais vous en poser une à tous les deux, qui est, si on a fait ce débat, on l'a souligné tout à l'heure, et vous l'avez dit tous les deux en introduction, c'est qu'on a envie de dialoguer ensemble à gauche et de faire en sorte qu'on se parle, même si on a des points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ou plus exactement, qu'est-ce qui, dans ces deux positions qui ont pu être développées là, dans cette première partie de soirée, qu'est-ce qui se rejoint? Alors, je tente un peu une synthèse. Parce que moi, je vois des points, malgré tout, sur lesquels je vous retrouve, donc sur lesquels on peut s'appuyer pour aller plus loin dans la discussion. Pour moi, donc, le premier point, c'est la question du rapport de force. Au fond, cette question de la nécessité de construire des rapports de force, on la retrouve dans vos deux discours. Et peut-être que la différence, c'est que vous ne mettez pas au même niveau le libre-échange dans la destruction de ce rapport de force ou dans le fait que les dominés vont se retrouver en situation de domination, et que c'est sans doute là-dessus qu'il y a un diagnostic qui diffère, et donc on a bien une différence de diagnostic, mais on n'a pas forcément une différence d'objectif, et on a bien un ennemi commun. L'autre point sur lequel, à mon avis, il y a vraiment une base pour travailler ensemble, c'est la solidarité internationale, vous en avez parlé tous les deux. Pas de la même manière, mais à mon avis, elle est là des deux côtés. C'est là-dessus aussi qu'il faut construire. Et enfin, un troisième point, c'est quand même bien cette question de la relocalisation de la production et du fait de vouloir diminuer au maximum les temps de transport, les marchandises. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble et où on se retrouve. Il y en a peut-être d'autres. Voilà. Non, mais c'est sympa. De toute façon, on s'aime avec Olivier. Bon, voilà. Non, mais... Je veux dire, là, tu nous proposes d'évacuer le débat. Non, mais j'y vais, moi. Hein. J'y vais, tu me proposes d'évacuer le débat. Tu peux trouver tous les points qu'on a de convergence, et puis tout ça, il y en a plein. Il se trouve que le sujet du débat que tu as choisi de ce soir, c'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Tu vois? Bon. Et alors, tu peux faire une motion à la Hollande de synthèse, mais il se trouve qu'on n'est pas d'accord, tu vois, et que moi, voilà, donc oui, alors moi je crois que, ça veut dire que moi je peux vivre sans parler de protectionnisme, hein. Je veux dire, je pense que j'ai pas encore prononcé ce mot-là à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et je sais que pour garder des copains à gauche, il faut que des fois que je mette ça un peu, bon, je m'en éloigne et puis je pense à autre chose. Et j'ai pas de mal à pas penser à autre chose. Je me lève pas le matin en disant protectionnisme, tu vois. Donc bon, c'est bon, ça va. Maintenant, si c'est le thème de la soirée, c'est vous qui l'avez choisi. Donc voilà. Donc voilà. Bon, donc là-dessus. Il y a un désaccord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de trucs sur lesquels on ne peut pas continuer de travailler. N'empêche que le désaccord, il reste là. Alors, soit on considère que c'est un point secondaire, et moi, je veux bien faire l'effort de le penser de temps en temps, mais de temps en temps, oui, ça me revient quand même au premier plan en me disant, mais tous les jours, on me propose des trucs pour être compétitif. Qu'est-ce que je fais face à ça? Eh bien, j'ai un outil, oui, j'ai un outil, c'est le protectionnisme. Et je le redis, pour moi, c'est du bricolage. Là, je n'ai même pas abordé quel protectionnisme on aurait, et puis tout ça, parce que c'est juste un champ immense qui se rouvre devant nous, mais encore faut-il qu'on accepte d'aller explorer ce champ immense. Or là, il y a comme un interdit de s'avancer sur ce champ. Et là, je reviens sur Marx, je m'excuse, mais je pense qu'il y a un inconscient ou une conscience marxiste qui continue de peser sur des bons pans de la gauche française, dont tu es. Mais je veux dire, moi, je suis un peu marxiste aussi. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait La guerre des classes, et qui est très... J'ai surtout lu Marx en bande dessinée, et il me semble que c'était toi qui avais fait l'introduction. Bon, le Capital. Non, j'ai lu les bouquins de Marx, d'histoire, je suis plus à l'aise que sur le Capital. Bon. Mais, et là, depuis Marx a installé un tabou. Pour moi. Et un tabou qui traverse Jaurès. Jaurès a très peu écrit sur le protectionnisme, il n'a pas vraiment pensé la question et tout ça.
et qui, là, aujourd'hui, je veux dire, quand j'étais faire un débat à Attaque sur le protectionnisme, il y avait 4 mecs qui étaient contre, et puis il y avait moi au milieu pour faire bien, quoi. Bon, voilà, Attaque est grosso modo hostile à cette thèse, le NPA l'est aussi, mais à la CGT, c'est très compliqué, ça l'est un peu moins. Bon, tout mon boulot a été de faire une série de débats avec des camarades et tout ça, pour qu'au moins on accepte d'explorer ce champ. Voilà, donc moi là je viens pas dire attendez je vous propose une solution clé en main et c'est bon tous les problèmes sont résolus, je dis il y a un champ, il y a un outil qui est là à notre portée de main et il se trouve que la gauche française, ou une partie de la gauche, je suis heureux, moi oui, je suis heureux qu'il y ait une force comme la France Insoumise avec Mélenchon qui soit montée dans le pays parce que sur ce terrain-là je m'y reconnais davantage, c'est vrai. Et donc voilà, après je vais répondre, des trucs binaires, vous savez, il y a des fois, Marx pose des questions en termes binaires, et moi je suis toujours en Picardie. Je dis, si j'y vais voir les gars en disant que je vais leur proposer une pensée complexe, et puis qu'il faut revoir les formes de machin, de ceci, de cela, comment je les chope? Tu vois? Et où je les emmène? Où on va? Et moi, j'ai la conviction qu'il y a dans ce pays un terreau qui peut se réveiller contre le capitalisme existant, à condition que ça soit porté par une force progressiste. C'est le pari que je fais. Alors ensuite, dernier point, quand on dit que les patrons français, ils sont favorables au protectionnisme, c'était l'un des points de départ de mon bouquin. On avait dans la foulée, donc dès qu'il y a eu, après la crise, il y a eu une petite il y a eu une petite montée de protectionnisme. Laurence Parisot, d'une manière tout à fait exceptionnelle, Laurence Parisot a pris l'initiative d'organiser à Paris une réunion des patronats des principaux pays membres du G8. Et pour déclarer quoi? Que nous n'attendons aujourd'hui des responsables politiques et institutionnels qu'ils écartent toute mesure protectionniste. Nous sommes convaincus que nos économies retrouveront le chemin de la croissance à condition que les pays écartent les mesures protectionnistes. Et de même pour Ernest Antoine Seyer, qui était à l'époque président de Business Europe, je vous passe la citation, mais qui avait rassemblé ses copains américains, canadiens, japonais, tout ça pour un refus commun de toute forme de protectionnisme, pour un truc qui s'intitulait Vivement l'avenir. De même au G20 à Londres, l'année d'après, Laurence Parisot, en 2009, elle remettait les couverts, ce qui nous semble tout à fait essentiel est de dire clairement et le plus précisément possible à quel point il faut résister à toutes les tentations protectionnistes, ainsi de suite. Je veux dire, quand on a le patronat qui répète noir, 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 je ne dis pas que de manière pavlovienne, il faut répondre blanc, mais on peut au moins s'interroger sur cette option. Bon, moi, un peu de la même manière, je pense qu'il faut assumer les divergences quand elles existent, il faut les assumer, puis il faut les discuter. Je pense que déjà, ce qu'on peut faire ensemble, c'est d'assumer ces divergences-là et de leur donner de la visibilité, puisque dans le mouvement syndical, par exemple, c'est un vrai sujet de discussion. C'est un vrai sujet de discussion, et le simple fait qu'on puisse discuter de ça, c'est déjà important, il faut le prendre comme tel. Et en effet, on n'est pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord sur le constat, tu te trompes. C'est pas parce qu'ils ne le disent pas, les capitalistes français, qu'ils ne le pratiquent pas. La réalité des conseils d'administration des multinationales, c'est de vanter tous les mérites du libre-échange et de la mondialisation. Mais dans leur pratique, qu'est-ce qu'elles font, les multinationales françaises? Elles vendent, elles exportent au nom de la mondialisation, et dès qu'il y a un pays émergent qui commence à arriver, qui commence à importer, ils disent « Oh là là, concurrence déloyale ! Il faut rétablir le bon ordre !» Mais évidemment que pour eux, ce n'est pas un problème. Elle peut dire noir, ils pratiquent blanc aussi. Et ça ne les dérange pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dissensions, y compris d'ailleurs au sein du patronat sur ces secteurs-là, dans les différents secteurs industriels. Mais gare au truc binaire et en effet pavlovien. Donc moi je suis comme toi, je me réveille pas en disant Marx chaque matin, soit, mais il y a des trucs sur lesquels il faut tenir. Et moi je suis pour prendre la discussion s'il faut trouver des passerelles de façon pratique. De façon pratique. La question sur les travailleurs détachés, peut-être que je me suis gouré dans la formule exacte, j'en suis pas sûr. Mais ce que ça traduit sur le fond, c'est l'idée qu'en gros, vis-à-vis de l'opinion française, de souche ou pas souche, je ne sais pas comment on l'appelle, quelque part, le problème, ce serait les travailleurs détachés. Or, le problème, c'est les pratiques des multinationales ou des grandes entreprises françaises. Si tu as des routiers qui viennent aujourd'hui sur les routes de France, et là, on trouverait des questions sociales et environnementales pour le coup, et qui sont payés 50% moins cher, c'est parce que la SNCF, grande entreprise française, elle est capable, par le biais de quelle personne, de pratiquer le cabotage, c'est-à-dire permettre aux routiers
finalement au droit de leur pays d'origine de faire des milliers de kilomètres en France. Pas de problème, interdisons le cabotage, menons des campagnes là-dessus. Moi, pas de problème. Me demandez jamais de stigmatiser les travailleurs détachés. Faire une campagne contre le cabotage, 100%, unitaire, pas de problème. On pourra le faire sur des bases internationalistes et ce sera concret. Donc là, il y a des pistes peut-être pour essayer d'avancer. Mais pour avancer avec des réalités diverses et variées. Pardon, tu renvoies toujours à l'idée, et je termine là-dessus, même en Picardie, c'est pas que des délocalisations, tu le sais comme moi. Il y a des postiers, des gens dans les transports qui se battent pas contre des délocalisations. C'est le même fléau, c'est le même mal, c'est l'emploi. Comment les prendre? Oh, sans déconner, moi je propose pas d'aller les voir en disant « vive la pensée complexe ». Tu me connais un peu plus que ça. Et tu t'as vu que c'était pas que des introductions de la bande dessinée de Karl Marx, que des AG j'en ai fait, et qu'à un moment, ensemble, on a mené avec les prolos du coin et d'autres, des campagnes pour une loi d'interdiction des licenciements. En disant ce qu'on a été capable de donner, on doit être capable de le reprendre. Les subventions publiques qu'on a données, on doit être capable de le reprendre. Alors si France Insoumise mène ce combat-là demain à l'Assemblée, on mènera des combats dans la rue et ce sera relayé. Il n'y a pas de souci. Il y a des camarades comme Vamen et d'autres à Goodyear qui ont mené, ceux de la Redoute, qui ont mené ce combat-là. Ouais, c'est un bon combat. Il ne faut pas le lâcher. L'interdiction des licenciements et la reprise. C'est pas lunaire, c'est pas martien, c'est pas marxien, mais ça pose des questions de propriété. Et les questions de propriété, ça sera peut-être un autre sujet, mais ça aussi, c'est des sujets clivants. Parce qu'il y a aussi plein de façons d'esquiver le sujet qui fâche. Et si tu veux trouver le sujet qui fâche, c'est bien le rapport de propriété. C'est est-ce que oui ou non, on reprend le monopole sous contrôle public des secteurs que des grands capitalistes français nous volent, dans le secteur bancaire, commercial, industriel. Et moi, je parle de monopole public, pas de pôle public. Parce que les pôles publics, je connais. Pôle public bancaire, je sais ce que c'est. Ça va être un service public bancaire qui va être soumis à la concurrence et qui va agir comme un opérateur privé, puisque nous, à la Poste, on fait exactement la même chose. Donc, il faut des monopoles publics. Des fois, c'est important de discuter des mots. Par exemple, si je veux résumer notre divergence, je connais comme toi le drame de ce que signifie la mise en concurrence des travailleurs entre eux. Bien sûr, mais pour moi, mise en concurrence des travailleurs entre eux ne rime pas avec concurrence étrangère. Ça, c'est la définition qui est donnée encore actuelle. On peut lui donner un autre sens, j'en sais rien demain, du protectionnisme. Et moi, ce qui me fait triper, c'est en effet quand... parce que ça correspond aussi à une pratique, c'est ce que je voulais dire, peut-être que je me suis pris maladroitement, mais quand des travailleurs de Renault vont voir ceux de Dacia en Roumanie, parce que tous les travailleurs du monde entier sont pas cons. C'est comme en France, ils ont compris. Ils sont en Roumanie, ils travaillent à Dacia, ils disent tiens, c'est marrant, en exploité. Travail touche 300 € de moins que vous. Alors on a une idée, on va se mettre en grève, puis on va réclamer 300 € d'augmentation. Et bien quand il y a les travailleurs de Renault qui viennent les voir, la CGT, pour leur dire vous avez bien raison, et il faut niveler vers le haut plutôt que vers le bas, parce qu'on a des intérêts communs, moi ça me fait triper, et je pense que l'internationalisme, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est pas qu'une pensée complexe, ça peut être aussi une pratique, et là aussi on a une responsabilité commune dans les semaines et dans les mois à venir, pas simplement de manifester de temps en temps contre la loi travail, ou même beaucoup contre la loi travail, mais de continuer à faire ces passerelles-là, et je sais que là-dessus on sera d'accord. Bien. Merci à tous. Il est déjà 22h, donc ça fait déjà un bon moment qu'on débat de cette question. On n'a évidemment pas réussi à aller au bout de tout ce qu'on aurait eu à dire, tout ce que vous auriez eu à dire. On n'aura évidemment pas réussi à vous mettre d'accord, et c'est tout à fait normal. Et c'est bien pour ça qu'on a fait ce débat. On aimerait nous poursuivre la réflexion sur cette question-là. Donc on va mettre... Alors le débat, donc, vous l'avez compris, a été filmé ce soir par l'équipe de hors-série. Vous le verrez, donc vous pourrez le retrouver en ligne et vous pourrez le partager. Il a été enregistré par Radio Parleur et donc il sera disponible en podcast d'ici très rapidement et au plus tard demain. Donc n'hésitez pas également à le partager. On va nous retranscrire ce débat, on le mettra en ligne sur notre site lila.org et vous y retrouverez également donc, tout le dossier qu'on va faire sur le protectionnisme, mais aussi toutes les informations pour les prochains événements, les causeries des Lilas qu'on organisera tout au long de l'année, sans doute en novembre sur le médicament, plus tard sur le logement, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser vos coordonnées à la sortie. Un grand merci à tous et encore merci à nos invités et à la Générale qui nous a accueillis ce soir. Thank you.